Une armoire à pharmacie comprenant 6136 pilules minutieusement organisées. Chaque pilule est peinte à la main. Le tout exposé sur des supports transparents donne une impression de fragilité et d'abondance à la fois. Le 21 juin 2007, cette œuvre a été vendue 19,2 millions de dollars par la célèbre salle de vente londonienne Sotheby's. Il s'agit d'une des œuvres les plus chères jamais vendues aux enchères pour un artiste vivant. En quoi est-ce une œuvre d'art ? Pourquoi ne pas exposer une simple boîte de médicaments non plus et décréter que c'est de l'art ? Comment justifier que cet objet soit reconnu comme œuvre ? Plus encore, cette œuvre nous interroge sur le rapport entre l'art et le commerce. Hirst est-il un génie artistique ou un génie du marketing ? Un petit détour par l'auteur semble nécessaire pour tenter de comprendre un peu. Il est l'un des artistes les plus chers, les plus controversés, les plus adorés, les plus conspués, les plus marketés du monde de l'art. Il est né en 1965 à Bristol, en Grande-Bretagne. Dès la fin des années 80, il mène de front un travail de sculpteur et de commissaire d'exposition qui marque la naissance du courant des Young British Artists. Il réalise alors les installations où il traite du rapport entre l'art, la vie et la mort. Pendant ses études, il a travaillé dans une morgue et le thème de la mort devient central dans son travail. Il expose dans des vitrines des objets provenant de la vie réelle, comme des tables, des cendriers, des mégots, des médicaments, du formol, des papillons, des poissons. À partir de 1991, pour que l'art soit plus réel que ne l'est une peinture, dit-il, il travaille sur une série constituée de cadavres d'animaux. Des cochons, vaches, moutons, requins, tigres, etc. Les bêtes, parfois coupées en deux, laissant apparaître les organes. Ces bêtes sont plongées dans le formol et présentées dans des aquariums. Sa première grande œuvre, initiant cette série appelée Natural History, est A Thousand Years. Ici, une tête de vache en train de pourrir avec ses copines les mouches qui, elles, risquent de se faire griller à tout moment. Hirst nous dit qu'il aime l'idée de mêler le minimalisme à l'horreur de la chair. Il utilise de véritables animaux pour que l'art soit plus vrai que la peinture. Dans la même série, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, d'une commande du collectionneur Charles Saatchi, qui s'inscrit dans la série des Natural History et constitue une de ses œuvres les plus célèbres qui présente un requin baigné dans du formol. Le requin tigre originel a dû être remplacé en 2006 par un de ses congénères, un peu plus petit, pour cause de décomposition avancée. La couleur bleu-vert, l'esthétique style salle d'opération, la bestialité de l'animal, le mouvement en suspension, la contrainte oppressante du bocal, une de ces œuvres en face desquelles il faut se trouver pour juger, dont il faut faire l'expérience physique. En tant qu'artiste, je souhaite créer des œuvres devant lesquelles le public peut se poser, auxquelles il peut se comparer et qu'il doit ressentir, nous dit Hirst. Ces installations sont appelées à disparaître. La putréfaction n'est que ralentie. Elles perdent peu à peu leur couleur et se délitent. Depuis 1993, il monte en parallèle une suite de peintures monochromes ponctuées de papillons naturalisés. Des papillons, beaucoup, des papillons partout. Des vivants, des morts et des papillons peints. Parce que la vie est un instant de battement d'ailes de papillon, que c'est un symbole de l'âme chez les Grecs et celui de la résurrection chez les chrétiens, le papillon est un des supports fétiches de Hirst. Il dit qu'il est obsédé par la mort, mais pour lui, c'est aussi une façon de célébrer la vie. Dans Kaleidoscope Painting, 2700 papillons célèbrent cette vie avec lui. En août 2007, Damien Hirst bat un nouveau record en cédant pour 100 millions de dollars une pièce intitulée For the Love of God. For the Love of God, en français pour l'amour de Dieu, aussi connu sous le nom de Sculptar Diamond, est une célèbre sculpture de l'œuvre et une réplique d'un véritable crâne humain acheté par Damien Hirst à Islington. Il a appartenu à un homme d'une trentaine d'années ayant vécu au XVIIIe siècle. La dentition n'a pas été remplacée, il s'agit des dents authentiques du crâne. La réplique est incrustée de 8601 diamants. L'œuvre appartient à la famille des Memento Mori, type d'art qui rappelle au spectateur sa propre mortalité. La production de l'œuvre a coûté 14 millions de livres à l'artiste. En septembre 2008, Hirst organise une vente aux enchères de ses œuvres les plus récentes. Au lieu de passer par le circuit traditionnel des galeries, il viole ainsi, comme d'habitude, une règle importante du marché de l'art. La vente est un grand succès et les articles sont vendus au-delà de toutes les estimations
et la bulle spéculative autour des œuvres de Hirst ne s'en trouve qu'accentuée. Mais revenons à Lullaby Spring. L'œuvre de Damien Hirst, ici, se veut une réflexion sur l'existence et l'absurdité de la vie. C'est une œuvre qui prétend renvoyer le spectateur vers sa propre consommation de médicaments, sa propre dépendance à toutes sortes de produits modernes pour soigner, guérir ou soulager les souffrances. Lullaby Spring est une œuvre à double tranchant. Volontairement brillante, clinquante et simpliste, elle est aussi étonnamment efficace et déroutante. Damien Hirst fait donc dans l'excès et la surenchère et se réclame de Francis Bacon, grand peintre anglais. On lui reproche entre autres de se répéter, de surfer sur de vieux concepts et de vouloir s'enrichir davantage en vendant une multitude de produits dérivés à fort prix à la boutique du musée. Ses détracteurs ne semblent pas en vouloir autant aux œuvres de Hirst elles-mêmes qu'au succès de leur auteur, à sa personnalité abrasive et à son influence indue sur le marché de l'art. On est forcément suspect, semble-t-il, lorsqu'un artiste vaut quelques 340 millions de dollars.